Une petite bombe politique à moins d'un mois des élections. C'est le journaliste renommé, chevronné, qu'on associe au Watergate, notamment Bob Woodward, fait paraître un tout nouveau livre avec des révélations qu'on ne pourrait même pas soupçonner. Le titre, c'est War. Ça va sortir le 15 octobre. Et les révélations sont, est-ce qu'on peut dire, percutantes, savoureuses, intéressantes. En tout cas, ça pique notre curiosité énormément, surtout en commençant par celle qui concerne Donald Trump. Ces révélations pourraient-elles avoir un impact sur la campagne? On dit toujours qu'en octobre, aux États-Unis, depuis Carter, qu'il y a peut-être des surprises d'octobre. Est-ce que c'en est une? Mon invité est notre amie à l'émission, Valérie Beaudoin. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. C'est quand même croustillant et intéressant. On ne sait pas comment Bob Woodward, avec son équipe, arrive à avoir ces déclarations-là. Commençons par la grande nouvelle, d'après moi, c'est d'apprendre que Trump a eu des conversations téléphoniques avec Poutine au moins 7 fois depuis qu'il a quitté la présidence. Avec quelles conséquences? Et c'est l'élément... Oui, et c'est l'élément, Anne-Marie, qui est important depuis qu'il a quitté la présidence, parce que lorsqu'il était président, bon, c'est normal d'avoir des conversations avec des dirigeants étrangers, même Vladimir Poutine, mais après la présidence, pourquoi est-ce que Donald Trump a continué d'entretenir cette relation avec le leader en Russie, qui est en quelque sorte en ce moment un peu l'ennemi des États-Unis en raison de ce qui se passe en Ukraine, en raison d'opposition depuis des années aussi entre la Russie et les États-Unis. Bref, c'est assez particulier, même si on est en train de démentir du côté Trump. Bob Woodward, vous l'avez très bien dit, ça reste quelqu'un d'extrêmement respecté, qui fait un travail rigoureux de journalisme, qui a sorti beaucoup de livres sur Trump. Il l'a même enregistré aussi dans le bureau Oval à la fin de sa présidence. Bref, on accorde quand même de la crédibilité à ce livre-là, même si on est en train de démentir finalement qu'il y a eu ces appels entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Pour ce qui est des effets, pardon, votre sous-question tout à l'heure. On verra, parce que Donald Trump, jusqu'à maintenant, peu importe ce qui arrive, peu importe toutes les surprises d'octobre possibles, rien ne semble l'affecter au niveau des sondages, au niveau des intentions de vote et surtout au niveau de sa base électorale. Parce que si je me souviens bien, en 2016, les fameux rubans d'Hollywood, le Grab de Pussy, là, c'était sorti aussi quelques semaines. Puis après ça, ils ont sorti l'histoire des courriels d'Hillary Clinton. Oui, c'est ça. On va regarder, on va vous présenter un extrait qu'on a traduit. C'est que Trump a offert des tests COVID en 2020 à Poutine, et on a l'extrait ici. Je t'en prie, ne dis à personne que tu m'as envoyé ces machines. Je m'en fiche, d'accord. Non, je ne veux pas que tu lises à quiconque, car les gens seront furieux. Il avait envoyé donc des tests, si je comprends bien, là, des tests de COVID en pleine pandémie. Oui, et ça aussi, le fait qu'on voulait cacher cette information parce qu'on s'échangeait déjà des ventilateurs, si je me souviens bien, entre autres entre les deux pays. Mais là, d'avoir ces tests qu'on envoie personnellement à Vladimir Poutine, et si on lit entre les lignes, c'est que Vladimir Poutine lui dit, ben moi, je m'en fous qu'on soit au courant, c'est plutôt toi et l'opinion que les gens auront de toi de m'envoyer comme ça personnellement des tests de COVID-19. Donc, c'est un autre exemple qui démontre qu'il y avait une relation. On dit souvent une relation d'amitié entre les deux, ce qui inquiète beaucoup d'Américains dans un contexte où on est beaucoup plus favorable aux Ukrainiens qu'aux Russes dans le conflit, bien sûr, qui perdure depuis déjà plusieurs années. On va écouter J.D. Vance, son coulissier, qui a réagi aujourd'hui. On l'écoute. He is a hack, even if it's true. Look, is there something wrong with speaking to world leaders? Kamala Harris's approach has been to hide in a basement, hide from the American people, and hide from world leaders. And you know what that's gotten us? We are on the verge of World War III. Que pensez-vous de cette réaction? Je peux ajouter quand même la réaction de Trump qui dit que c'est le fait d'un homme lent, léthargique, incompétent, malade, dérangé, qui souffre du le syndrome de dérangement de Trump. En tout cas, le type, son porte-parole a émis ce texte. Mais en même temps, Donald Trump est celui qui l'a accueilli dans le bureau Oval pour un livre précédent. Alors, c'est comme si là, il trouvait que Bob Woodward avait plus de crédibilité, n'avait plus toute sa tête, là, selon, si on peut lire un peu entre les lignes, ou je dirais même pas entre les lignes, là, ça reste assez clair dans la déclaration. J.D. Vance, qui est intéressant, c'est qu'il a dit, même si c'est vrai, alors on laisse quand même la porte ouverte, on n'est pas en train de démentir totalement. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça reste que Vladimir Poutine, je le disais tout à l'heure,
c'est pas un ami des Américains. Quelle information peut-il avoir? Et souvenez-vous, Anne-Marie, qu'il y a toujours ces documents classifiés qu'on avait retrouvés à Mar-a-Lago. On avait peur qu'il y ait de la transmission d'informations. Alors, il y a des gens qui peuvent faire des liens en se disant, est-ce que Donald Trump aurait pu transmettre aussi de l'information critique à Vladimir Poutine? C'est tellement plein d'autres choses. On apprend des choses aussi sur Biden. C'est un homme qui utilise il sacre, hein, comme on dit chez nous. Il utilise des jurons, notamment un à l'égard de Poutine. Je vais vous les soumettre les deux en rafale. C'est ce fils... écoutez, on le traduit en québécois, cet enfant de chienne de Poutine, c'est le diable en personne. Et l'autre, en parlant de Netanyahou, je pense qu'on va passer pour révéler le langage, c'est un enfant de chienne lui aussi. C'est vraiment un mauvais gars. Et sur la question, on ne s'étonne pas pour Poutine, mais sur Netanyahou, ça contraste avec le discours public, hein, parce que s'il avait voulu, Biden, être pur et dur à l'endroit de Netanyahou pour freiner la gravité de la riposte ou l'ampleur de la riposte sur Gaza, il aurait pu le faire. Bien, finalement, je pense que c'est aussi parce que Netanyahou fait mal paraître Biden ici, parce que vous vous souvenez, Biden avait mis cette ligne rouge que j'appelle une ligne rouge très, très pâle, hein, ou transparente, en disant pas d'invasion à Rafah, sinon il pourrait y avoir des conséquences, des armes qu'on ne pourrait ne pas transmettre et tout ça. Puis finalement, il n'y a pas eu de conséquences pour Netanyahou qui avait franchi cette ligne rouge-là. Alors, c'est sûrement en réaction à certaines décisions qui le font mal paraître. Pas une grande amitié, selon ce livre, entre les deux désormais. D'autres révélations quand même intéressantes aussi par rapport à Joe Biden, il aurait critiqué Barack Obama, donc son prédécesseur, son ancien aussi numéro 1, si je peux m'exprimer ainsi, pour sa relation avec Vladimir Poutine, qu'on n'avait pas réussi à contenir Poutine, peut-être pas assez de fermeté. Aussi, il a critiqué, qu'il aurait critiqué en coulisses Merrick Garland, qui est le procureur général des États-Unis, en raison de toute l'histoire avec Hunter Biden, un procureur spécial là, qui avait été nommé pour enquêter. Il regrette même de l'avoir nommé, Merrick Garland, qui était le candidat de Barack Obama à la Cour suprême, qu'il n'a jamais pu faire nommer parce qu'on était en année électorale. Le plus croustillant, c'est son sénateur fidèle, Lindsey Graham, qui dit qu'aller à Mar-a-Lago dans le domaine, c'est comme aller en Corée du Nord parce qu'il faut toujours se lever et applaudir. C'est le culte de la personnalité. Je ne sais pas s'il va avoir une bonne conversation avec Lindsey Graham la prochaine fois. Ben, peut-être que Lindsey Graham va dire « Ah, je n'ai jamais dit ça et va demander des preuves parce que Lindsey Graham, moi aussi, j'ai trouvé ce moment-là assez cocasse de dire finalement que c'est comme pour le leader coréen, les gens n'ont pas le choix d'acclamer Donald Trump, d'être debout, de l'applaudir et de dire tout ce qu'il veut. Et il dit aussi, Lindsey Graham, ben, selon le livre, qu'il se fait chicaner ou rabrouer par Donald Trump lorsqu'il parle du fait le 6 janvier 2021 et que Donald Trump se vante d'avoir parfois dit que qu'à 2 reprises dans un discours que l'élection avait été volée en 2020. Et un autre commentaire de Lindsey Graham qui est assez particulier, qui dit « On doit aller chercher le vote des femmes modérées parce que le vote de ceux qui croient que la Terre est plate, on l'a déjà acquis. Donc, il faudrait aller à d'autres personnes. » Absolument croustillant. C'est toujours passionnant de lire ces livres-là. Quelques secondes, vous avez commencé à lire le livre de l'ex-première dame Melania Trump, qui a été précédé par des vidéos de déclaration, notamment son appel à l'avortement. On aura l'occasion d'y revenir, mais premier coup de lecture, premier paragraphe que vous avez lu, qu'est-ce que ça dit? Bien, ce que ça dit, c'est c'est vraiment sa perception de son mari, de son arrivée. Il y a beaucoup un angle très « je suis citoyenne américaine, fière de l'être, fière de pouvoir voter, fière d'avoir prêté serment ». Donc, on apprend un peu le parcours d'immigration de Melania Trump et comment elle a vécu la soirée électorale, la première soirée électorale où Donald Trump a gagné. Elle dit que les deux scénarios faisaient son affaire, mais qu'en coulisses, finalement, on pensait que Melania Trump aurait préféré que son mari perde. Donc, les effets sur sa vie et les changements de devenir, en fait, une première dame et pas juste une femme, une mère, une sœur, une fille. C'est comme ça qu'elle le décrit dans son livre. À très bientôt, Valérie. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.